Bonjour tout le monde. Merci Madame de nous avoir accordé la parole. Je m'appelle Hassan Diouf. Je suis doctorant en deuxième année au laboratoire d'imagerie médicale et bioinformatique de l'ESP. Et nous sommes là pour présenter nos travaux de recherche qui portent sur IoT et défis sécuritaires dans l'exploitation des biobanques. Et ces travaux sont supervisés ou dirigés par M. Abou Abdoulaye Diouara et professeur Idi Diop de l'ESP. Donc, sans tarder, je vais énoncer le plan qui s'articule autour de 5 points, à savoir l'introduction, la revue littéraire, l'application au Sénégal, le modèle proposé, enfin une conclusion et des perspectives. Les biobanques sont cruciales pour le domaine de la recherche biomédicale. En quoi faisant? En servant des stockages d'échantillons biologiques et des sauvegardes d'échantillons aussi biologiques. Et ces échantillons biologiques aident les médecins à développer de nouveaux médicaments ou bien à développer de nouveaux thérapies. Cause pour laquelle on a représenté un système de biobanking classique qui est utilisé par exemple, les hôpitaux, les centres de recherche et les laboratoires de recherche. Et ce système de biobanque abrite des échantillons collectés et conservés à des températures bien définies selon la typologie de l'échantillon. Et ces échantillons sont étiquetés et les informations relatives à ces échantillons sont stockées dans des registres de laboratoire. Et ensuite, ces milieux cryogéniques sont contrôlés à des temps réguliers pour assurer le fonctionnement continuel des endroits cryogéniques. Donc, vu ces méthodes classiques, les échantillons sont exposés à des domaines, sont exposés à des risques accrus, comme la perte de l'intégrité, mais aussi la perte des données relatives aux échantillons, mais aussi l'arrêt momentané du fonctionnement de ces biobanques. Mais on a constaté aussi que l'enregistrement des données dans des registres de laboratoire aussi rend difficile la centralisation et le partage de ces données. Tandis que aussi la surveillance physique de l'environnement augmente le coût de la main-d'œuvre. Donc, vu ces problématiques, il y a des travaux qui ont été réalisés. Il y a Lunas et Gonzalez qui ont développé un système de surveillance à distance pour une biobanque avec des fins d'enquête en utilisant des technologies de l'Internet des objets. Et ce système de surveillance à distance basé sur IoT à faible coût pour les biobanques permet de garantir la qualité et l'intégrité des échantillons stockés. Il y a aussi Samon et son équipe qui ont développé un système de surveillance de l'environnement d'un laboratoire basé sur les IoT. Et ce système permet d'automatiser la surveillance des variables environnementales, telles que la température et l'humidité. Mais il y a aussi Ousmane et leur équipe qui ont présenté un système de surveillance de qualité de sang. Et ce système est basé aussi sur les IoT en utilisant le protocole LoRaWAN. Et ce système permet de suivre la température et la disponibilité d'échantillons de sang stockés au sein de leur biobanque. Il y a aussi une entreprise du nom de AI Biomédical qui œuvre sur la gestion des chaînes de froid. Et eux, ils ont réalisé une plateforme de gestion, une plateforme de partage des échantillons biologiques intégrant la technologie des IoT. Et cette plateforme permet de surveiller et de contrôler efficacement la température au sein de l'enceinte et l'état de fonctionnement aussi de leur équipement. Maintenant, vu cette problématique, l'École supérieure polytechnique, l'ESP et ses partenaires nationaux ont initié un projet qu'on appelle CNT Biobanking. Et ce projet constitue la mise en œuvre d'une plateforme de gestion en temps réel d'une biobanque nationale. Maintenant, pour les besoins de prototypage, la biobanque du groupe de recherche de biotechnologie appliquée et de bioprocédés environnementaux et du laboratoire eau, énergie et environnement et procédés industriels de l'ESP ont mis en contribution. Nous avons exploité les échantillons de la dite biobanque. Et nous avons fait la typologie des échantillons en fonction de leur température de fonctionnement. Et cette biobanque physique abrite des échantillons de type sang, mais aussi des échantillons sérum, Buffy, des échantillons de type urine
et en grosso modo des échantillons de type végétal, mais aussi des échantillons de type humain. Et ces échantillons sont classés en fonction des événements de collecte qu'on a représentés en abscisse. Et en ordonnée, on a représenté les différents types d'échantillons collectés. Et en longitudinal, on a représenté la quantité d'échantillons collectés selon les événements. Maintenant, en fonction de nos bioressources, on a proposé un système de biobanking. Et ce système se repose sur la technologie de l'Internet des objets. Là, on a représenté une biobanque physique accolée des différents types de capteurs. Et ces capteurs sont liés à un microcontrôleur qui assure l'acheminement des données collectées par les capteurs jusqu'au serveur. On a représenté aussi l'administrateur de la biobanque. Vous savez, ces systèmes sont un peu complexes, étant donné qu'ils contiennent des données à caractère personnel. Donc, il faut un administrateur qui pourra administrer l'ensemble des événements relatifs à la biobanque. On a représenté aussi les différents types de parties qui peuvent intervenir au niveau de ce système, à savoir les hôpitaux, les laboratoires et aussi les centres de recherche. Maintenant, notre système s'articule sur un organigramme composé de plusieurs parties, à savoir la partie stockage des données, la partie dispositif IoT et le système de gestion des informations. Et pour la partie stockage des données, on a choisi d'utiliser un serveur qui pourra stocker toutes les données relatives à nos différentes bioressources. Et ce serveur stocke et organise et rend accessible cette vaste quantité de données stockées dans la biobanque. Les capteurs IoT, les étiquettes ou bien le microcontrôleur qui constitue le dispositif permettent de mesurer en continu les paramètres environnementaux, mais aussi la traçabilité des échantillons collectés. Et la partie système de gestion des informations qui constitue une application web pour la visualisation, mais cette partie aussi offre une interface intuitive et sécurisée pour gérer, analyser et partager nos ressources précieuses. Donc, vu le système proposé, on a listé, en fonction de nos expressions de besoin, on a listé des matériaux qui peuvent gérer cette architecture intégrant les IoT, à savoir les thermocouples, qui sont des capteurs qui fonctionnent à des températures très basses, allant de moins 80 à moins 150 degrés Celsius. Maintenant, ces capteurs, ces thermocouples, permettent de surveiller en continu la température du milieu cryogénique. Et quand on parle de la température du milieu cryogénique, on parle de la température qui est à l'intérieur de la biobanque, là où on a stocké les échantillons biologiques. Et des étiquettes RFID, des lecteurs RFID, qui permettent le suivi des entrepôts, mais aussi qui facilitent la gestion des stockages en temps réel. On a proposé un Raspberry Pi qui possède un microcontrôleur pour collecter, à partir des divers capteurs qu'on a fixés au niveau de notre biobanque, collecter les informations et les envoyer au niveau du serveur ou bien au niveau d'une plateforme cloud qu'on peut utiliser. On a listé aussi des capteurs de pression pour mesurer la pression qui circule au niveau du tuyau réfrigérant et des capteurs de température comme des DHT11 qui fonctionnent à des températures allant de 0 degré à 50 avec une masse de 2 ou plus ou moins 2%. Et ces capteurs ces DHT11 permettent de mesurer la température à l'extérieur. C'est pour compléter que la température, pour pouvoir comparer la température à l'extérieur et la température qui fonctionne à l'intérieur du milieu. Maintenant, cette surveillance de température repose sur un diagramme. Et le diagramme débute par une lecture des données de température. Après avoir lu les températures, on vérifie est-ce que les données lues sont sur la plage qu'on a définie ou bien sur la plage de fonctionnement de nos différentes bioressources. Si la température qu'on a détectée est sur la plage, les informations sont enregistrées au niveau du serveur. Et le système attend 1 minute pour continuer la lecture au début. Maintenant, au cas où la plage de température qui a été détectée par les capteurs est hors de la plage de température, donc là, l'alerte est générée. Ensuite, quand l'alerte est générée, les données sont enregistrées au niveau du serveur et le système continue et met enfin l'alerte. Et c'est ça qu'on a défini comme le système de fonctionnement de la surveillance de nos températures. Et après avoir étudié notre proposition par rapport au système de biobanque traditionnel,
on a vu que notre système offre quelques avantages par rapport au modèle classique. Et ces avantages peuvent être résumés comme ainsi, à savoir l'amélioration de la surveillance des échantillons, la traçabilité des échantillons, mais aussi l'automatisation des inventaires. Mais vu que aussi ces systèmes de biobanques ont intégré la technologie des IoT, ces systèmes sont exposés à des défis qu'il convient de surmonter pour que le système puisse fonctionner normalement, à savoir les limites en puissance de calcul de ces dispositifs IoT et la capacité de stockage, avec une capacité de stockage limitée. Donc, en conclusion, on a remarqué que l'application des IoT marque une avancée significative dans l'exploitation des biobanques. En garantissant quoi? En garantissant une meilleure surveillance, une traçabilité des échantillons, et notre modèle aussi proposé, intégrant ces systèmes IoT, permettra de surveiller et de gérer les échantillons biologiques avec une efficacité accrue. Cette surveillance à temps réel permettra une efficacité accrue dans la recherche médicale, mais aussi une sécurisation des données tout en assurant une collaboration fluide entre divers acteurs du domaine de la santé. Maintenant, les travaux en cours et en perspective devront permettre l'implémentation du modèle proposé afin d'évaluer les performances de l'architecture et considérer éventuels scénarios, notamment celui de l'intelligence artificielle. Donc, merci et merci de votre aimable attention. Merci, M. Diouf, pour votre brillant exposé. Donc, c'est vraiment très intéressant, votre projet. Mais moi, je reste sur ma faim par rapport aux défis sécuritaires donc, liés à votre projet. Donc là, vous avez parlé de serveurs cloud, de stockage au niveau du cloud. Vous avez parlé de serveurs distants, j'ai oublié de bien mentionner. Vous avez parlé aussi, parce que là on parle de données sanitaires, donc données très critiques. Donc là, il va falloir vraiment très insister sur la partie sécurité de ces données-là. Donc là, je voudrais plus savoir sur comment vous allez assurer la sécurisation des données durant le traitement et le stockage des données-là. Comment vous allez faire cela en fait? Quels sont les défis ou bien quelles sont les solutions que vous allez proposer par rapport à cela? Aussi par rapport au cloud, c'est quel type de cloud que vous allez utiliser? Quel service par rapport à ça en fait? Oui, là je pense que vous êtes en avant par rapport à nous parce qu'on a proposé, mais on n'a pas encore mis le système en place. Donc on a proposé d'intégrer les IoT, mais aussi la sécurité a été mise en compte. Par exemple, de la collecte des données au niveau des capteurs jusqu'à l'enregistrement, le microcontrôleur qui sera utilisé, on va utiliser des techniques de sécurité. À savoir, si les Raspberry Pi, on peut sécuriser de telle sorte que celui qui n'est pas utilisateur au niveau du système ne pourra pas accéder au niveau du Raspberry Pi. Le serveur aussi sera configuré. Il y a aussi des protocoles de sécurité qu'on peut intégrer pour minimiser les attaques ou bien minimiser les accès non autorisés au niveau du système. Et ce que je vais ajouter avec les Raspberry Pi, il y a les connexions SSS, Secure System Security. Donc ces connexions, peut-être il y a à tout moment avec ces systèmes, il y a les attaques qui sont présentes, mais quand même, avec ces systèmes de sécurité, on peut minimiser ces différents types d'attaques qui peuvent compromettre nos données. Maintenant, pour plateforme cloud qu'on a utilisée et serveur, on a déjà un serveur, mais pour la plateforme cloud, on n'a pas encore spécifié est-ce que telle plateforme on va utiliser, mais on a déjà un serveur en place. Donc il reste la partie matérielle, la partie dispositif IoT. Et dès qu'on a ces matériaux, donc on commence l'implémentation. Et c'est ces travaux qui sont en cours. Et bientôt, on va finaliser cette intégration. C'est en rapport avec Mme Raki, ce qu'elle vient de dire, parce que les biobanques, en réalité, c'est des entités qui gèrent des ressources biologiques. Et ces ressources-là sont très importantes. Ça peut être des virus, ça peut être des cellules vivantes. Donc il faut un niveau de sécurité extrêmement élevé et de confidentialité pour ces éléments-là. C'est vrai que c'est un doctorant qui est en deuxième année, donc il est encore en train de faire des travaux. Mais évidemment, l'aspect sécurité n'apparaît pas très bien
dans la présentation, alors que c'est quelque chose qui est extrêmement important. La deuxième chose, c'est vous utilisez les IoT. Vous n'avez pas dit quelle technologie vous allez utiliser avec l'IoT. Vous avez dit que vous allez utiliser une Raspberry Pi. Ok, d'accord, mais vous allez placer vos capteurs, vous allez récupérer vos données, mais avec quelle technologie? C'est LoRa, c'est du Sigfox. Qu'est-ce que vous allez utiliser comme technologie? C'est quoi l'architecture? Donc vraiment, à mon avis, quand on parle d'IoT, ces éléments-là sont extrêmement importants. Vous mettez en place d'abord votre architecture pour vous dire comment je collecte mes données. Et si mes données sont collectées, où est-ce que je les garde? Où est-ce que je les envoie? Quelle sécurité je mets pour les envoyer? Est-ce qu'on agrège toutes les données avant de les envoyer? Tout ça, c'est des aspects, à mon avis, importants. Mais moi, je comprends. Hein, c'est ça aussi l'objectif de ce séminaire, de ce colloque-là. C'est d'écouter les doctorants. Pour qu'on nous aussi, qui sommes là, qu'on essaie de les accompagner, en tout cas, dans les recherches qu'ils font. Voilà. Monsieur Thiaré, pour répondre à votre question, si j'ai bien compris, quelle technologie on a utilisée pour l'acheminement des données? Oui, là, on a choisi le Wi-Fi. C'est le Wi-Fi qu'on va utiliser. Vu qu'il y a la technologie, d'après la revue de la littérature, on pouvait utiliser la technologie LoRa. On pouvait utiliser aussi l'autre technologie comme Zigbee. Mais ici, on a proposé d'utiliser le Wi-Fi qui est plus accessible chez nous. Oui, c'est le Wi-Fi qu'on a choisi d'utiliser. Maintenant, pour l'architecture, peut-être j'ai résumé ça, mais au niveau du modèle proposé, les données, les capteurs sont fixés au niveau de la biobanque physique. Maintenant, avec le Wi-Fi, voilà le routeur qui nous fournit la connexion. Maintenant, une fois que les capteurs collectent les données, une fois que le Raspberry Pi collecte les données captées par les capteurs, avec le protocole Wi-Fi, il va envoyer ces données-là au niveau du serveur. Peut-être il y avait une autre image pour mettre en évidence le fonctionnement du protocole Wi-Fi, de la collecte et au niveau de l'enregistrement des données. Et merci, vraiment, c'est intéressant. Donc on va noter ça comme remarque. Alors, moi j'ai dirigé un projet sur l'IoT vraiment en 2016, où on a utilisé la technologie LoRa. On ne passe pas par les opérateurs. En 2016, la zone de couverture de LoRa était à 10 km. Aujourd'hui, on est à 50 km. Donc, c'est-à-dire que les données, vous les récupérez directement dans le cloud. Vous n'avez pas besoin de passer par un opérateur. À mon avis, utilisez la technologie LoRa, parce que le Raspberry Pi que vous achetez, il ne coûte pas cher, il ne coûte rien du tout. Donc, c'est du low cost. Donc, mieux vaut, si vous voulez démocratiser une solution, il faut la rendre la moins chère possible, pour qu'elle soit accessible à beaucoup de personnes. C'est juste une contribution. À mon avis, le Wi-Fi, ça va vous créer des problèmes. Vous allez dépendre des opérateurs, vous allez être dans des zones où il n'y a pas de couverture Wi-Fi. Comment vous faites pour transmettre? Alors que si vous avez la technologie LoRa, sur 50 km, vous mettez une passerelle quelque part, vous les récupérez sur le cloud directement. Vous n'avez pas besoin de passer chez un opérateur. Voilà. Moi, je voulais savoir quel outil ou framework existe pour surveiller et détecter les anomalies dans les systèmes IoT des biobanques, s'il en existe. Là, on passe directement à la technologie de l'IA. Une fois qu'on intègre la technologie de l'IA, la détection des utilisateurs qui ne sont pas fiables ou bien ceux qui ne sont pas autorisés à détecter, ou bien la détection des failles, avec l'IA, on pourra détecter ça facilement. Il y a des travaux de la littérature qu'on a déjà contournés. Il y a plusieurs technologies de l'IA qui peuvent détecter l'anomalie des matériaux. Il y a aussi plusieurs modèles d'IA qui peuvent détecter les données qui ne sont plus fiables, ou bien l'accès à un utilisateur qui n'est pas l'autorisation d'accéder à notre système. Mais on n'a pas encore intégré la technologie de l'IA, ce sont des travaux en perspective. Bientôt, on y arrivera. Merci encore, M. Diouf, pour les réponses. Sinon, on l'applaudit et on passe à la suivante. Merci beaucoup, M. Diouf. C'est très intéressant et on vous souhaite très bonne continuation. Et surtout, n'hésitez pas aux besoins. Bonsoir tout le monde. Merci, Madame Sey. Je me présente, Alima Toudia, je suis étudiante en Master 2, socio-anthropologie des arts et de la culture à l'UGB. Ça va peut-être vous étonner qu'une étudiante en
socio-anthropologie des arts et de la culture fasse une présentation sur un colloque sur le numérique. En réalité, j'ai un intérêt particulier sur le numérique et tout ce qui touche à l'intelligence artificielle. Merci aux organisateurs de ce colloque de m'avoir donné cette opportunité. Cette recherche est intitulée « Analyse des risques de cybersécurité et de sécurité liés à l'IoT au Sénégal ». Nous allons passer à l'introduction. Nous allons essayer de donner une définition de l'IoT, qui est un concept qui repose sur la connexion des objets physiques à Internet, permettant ainsi des interactions automatisées entre eux et avec les utilisateurs. Avec l'avènement des technologies et la rapidité dont elles prennent place dans le monde, l'IoT révolutionne le monde numérique, notamment au Sénégal. Ce phénomène est de plus en plus perspectible. Nous allons essayer d'explorer l'IoT au Sénégal et les réseaux aussi, tout en analysant les risques de cybercriminalité inhérents à cette croissance continue. Comme défini plus haut, l'IoT repose sur la connexion des objets à Internet. Ainsi, le Sénégal, ce phénomène est de plus en plus perspective et en plein essor, notamment dans les secteurs de l'agriculture, la santé, les transports et les smart cities, ce qui favorise de manière croissante la connectivité et l'avancée technologique du point de vue sénégalais, on va dire. Ici, on a essayé de citer quelques secteurs clés où l'IoT prend racine au Sénégal, notamment dans l'agriculture intelligente. Les capteurs et drones permettent aux agriculteurs d'optimiser la qualité de l'air, de contrôler la gestion des cultures, mais aussi de surveiller les conditions météorologiques. Dans les transports intelligents, les dispositifs IoT dans les transports permettent aussi de gérer le trafic, la sécurité des véhicules, mais aussi de mettre en place un système automatisé de paiement dans les transports publics. Dans le domaine de la santé, les dispositifs médicaux connectés comme les montres intelligentes et les appareils de suivi médicaux permettent d'avoir un suivi à distance des patients, ce qui réduit considérablement le non-accès à des services de santé dans les zones éloignées du Sénégal. Et en dernier lieu, nous avons parlé des smart cities. Par exemple, la ville de Dakar a initié plusieurs projets de smart cities en installant des capteurs pour surveiller la qualité de l'air, mais aussi permettre une gestion accrue de l'énergie et aussi des déchets. Infrastructure et connectivité au Sénégal. Le Sénégal a une infrastructure de communication et de connectivité en croissance continue, avec comme acteurs majeurs Orange, Tigo, Expresso qui dominent le marché. On note aussi l'expansion de la 4G, mais aussi plus récemment le déploiement de la 5G, ce qui réduit considérablement la fracture numérique. On a aussi le déploiement de la fibre optique pour réduire, je viens de le dire, la fracture numérique, notamment dans les grandes villes comme Dakar, Thiès, Saint-Louis, mais un peu aussi dans les villes reculées du Sénégal. Toutefois, l'installation de ces infrastructures numériques facilitant la connectivité a un impact positif, car cela permet aux usagers d'avoir accès à Internet, mais aussi d'avoir accès aux objets
à l'Internet des objets. Toutefois, l'IoT, de par sa conception, est vulnérable. Donc, nous faisons face à des défis de cybercriminalité au Sénégal. Ainsi, la multiplication des objets connectés, qui de plus en plus mal protégés, crée des failles de sécurité dans des infrastructures critiques comme la santé, les transports, etc. Nous avons donné quelques types de cyberattaques fréquents. L'attaque de déni de services distribués. Ce type d'attaque, il s'agit d'inonder les serveurs ou bien des réseaux de requêtes afin de les rendre indisponibles à l'utilisation. Les cyberattaques utilisent les objets connectés, sont très vulnérables, ce qui permet aux cyberattaques d'utiliser des attaques de déni de services distribués. Ce fut le cas de l'ARTP en 2022, après avoir refusé de payer une rançon au groupe de hackers Karakart. Nous avons aussi l'intrusion dans des réseaux. Les dispositifs IoT peuvent créer des failles de sécurité, ce qui permet aux pirates de les infiltrer de manière très facile en ayant accès à des données sensibles ou bien à des données à caractère personnel. Nous avons assisté à cela en 2023 avec le piratage de plusieurs sites gouvernementaux, notamment celui de la présidence. Il y a aussi le ransomware. Il s'agit d'un logiciel malveillant qui permet de crypter des données ou bien de rendre aussi des serveurs non utilisables en demandant une rançon. Tous ces types de cyberattaques ont un impact sur la société, mais aussi sur l'économie, car cela peut créer des pertes financières importantes. Cela peut aussi déstabiliser des infrastructures essentielles, mais aussi une perte de confiance des utilisateurs pour les objets IoT. Pour faire face à tout cela, le Sénégal a mis en place des stratégies de lutte contre la cybercriminalité. D'abord, dans le cadre juridique et réglementaire, il y a la mise en place de l'autorité de protection des données personnelles, mais aussi la loi sur la cybercriminalité de 2008. Il y a aussi un renforcement des capacités en cybercriminalité en formant les agents des entreprises, mais aussi des infrastructures publiques. On note aussi comme stratégie de lutte contre la cybercriminalité des collaborations internationales. Le Sénégal a ratifié la convention du Budapest, oui, pour faire face à la cybersécurité, mais aussi être en mesure de combattre cela. On a aussi ratifié la convention de l'Union africaine pour lutter aussi contre la cybercriminalité. Pour les recommandations, nous avons élaboré quelques recommandations pour faire face à ce phénomène. D'abord, je propose qu'on mette à jour les lois sur la cybercriminalité. Les lois sont là, mais je pense que l'application, ça reste beaucoup. Et aussi, il faut qu'on fasse des certifications en cybercriminalité pour l'IoT. Je pense qu'il y a un master existant à EMS et à ESP, mais je pense qu'on doit généraliser ça dans les universités et organiser aussi des sensibilisations des acteurs. En termes de collaboration internationale, le Sénégal doit aussi créer un centre national de réponse aux cyberattaques. Cela permet non seulement de mettre en exergue les lois pour les nationaux et pour les internationaux, et renforcer aussi les collaborations au niveau de l'ONU. En conclusion, l'IoT est une opportunité majeure pour le Sénégal. Toutefois,
Il expose ces secteurs majeurs comme la santé, l'agriculture, les transports à des risques de cyberattaques inhérentes. Donc, il faut trouver des solutions, mettre en application les lois et les infrastructures en place pour faire face à cela. Merci. Merci, Madame Dia, pour votre présentation, qui est très, très, très instructive et qui nous a interpellés à plusieurs reprises en tant qu'autorité nationale de cybersécurité. Et nous sommes aussi très heureux de voir que votre domaine aussi, vous réfléchissez dans ce sens-là. Ça, vraiment, ça aussi, ça montre le niveau de sensibilisation qui est très important dans ce domaine-là, de toutes les couches de la population et tous les domaines, donc, y compris. Donc, je vais essayer d'abord de répondre, bien de contribuer un peu à sa présentation avant de donner la parole à l'audience pour les questions et les contributions. Donc, tout d'abord, par rapport aux vulnérabilités, donc vous l'avez bien souligné, il y a plus le côté protection des données, sécurisation des données par rapport à l'IoT. Il y a beaucoup de cas de vol de données et de vente sur le dark web, de données personnelles et autres. Donc ça, c'est une attention particulière à tenir en compte. De même que la mise à jour des dispositifs, donc des logiciels qui sont dedans. C'est très important de mettre tout à jour, tous les logiciels et les dispositifs qu'on utilise dans ce cadre-là. Donc par rapport aux informations liées aux attaques que vous avez citées au niveau du Sénégal, vous avez parlé de l'ARTP. C'était un cas de ransomware, donc hackers, comme vous l'avez souligné, mais ce n'était pas DDoS. Donc après, ça a été vite maîtrisé. Et les données les informations qui ont été vulgarisées au niveau des médias, ce n'était pas en fait tout à fait ça. En fait. D'habitude, les hackers, quand ils font ce genre d'attaque-là, ils font très vite des communications pour dire qu'ils ont volé tant de données sensibles ou autres. Mais c'est la structure elle-même qui pourra dire si ces données-là sont sensibles, bien si sont personnelles ou autres par rapport à l'analyse de ces données-là. Donc il y a aussi ce problème-là de communication par rapport aux cyberattaques qui sont subies. Donc là, on dit toujours aux structures de faire des communications donc, par rapport aux cyberattaques pour sensibiliser les gens et les rassurer, aussi pour qu'ils sachent aussi la bonne information, car il y a beaucoup de gens qui font des communications par-ci, par-là, et des fois ça prête à confusion, et ça rend aussi un peu, des fois, les gens ont peur. Par rapport aussi à la présidence, c'est une attaque DDoS qu'on a subie au niveau de la présidence et d'autres sites gouvernementaux. Donc, juste une saturation en fait, de requêtes, donc qui après, au bout, va mettre off donc, le site web. Donc, après, mais ça a vite été résolu, parce qu'il y a beaucoup de solutions maintenant qui permettent de freiner en fait, ce type d'attaque-là. Ce n'est pas des attaques très, très, très robustes par rapport aux autres, en fait. Donc, c'est vite résolu. Donc, là aussi, c'est un point d'attention. Donc, par rapport aux recommandations, vous avez dit de mettre à jour les lois. Vous avez parfaitement raison. Là, nous sommes en phase. Nos lois sont obsolètes, date 2008. Donc, depuis lors, il y a des travaux en cours au niveau du ministère. Le ministère est là. Donc, en vue d'actualiser ces lois-là et de les mettre à jour par rapport au contexte actuel. Ça, on est vraiment en phase. Sensibilisation, formation, c'est très important. C'est le b.a.-ba. Donc là, c'est ce qui est même plus important même dans le domaine de la cybersécurité que la partie technique. Techniquement, c'est vite fait. Mais dans la sensibilisation, pour que les gens même aient les règles basiques d'hygiène informatique, c'est ça en fait qui est le plus grand enjeu. Et donc, si vous aussi, au niveau des universités, vous pouvez nous aider aussi par rapport à ça, ça aussi serait très bien. Donc, par rapport au CERT national, donc là où c'est créé, il y a un CERT national qui existe au sein de la DCSSI. Moi, je fais partie de l'équipe. Donc, en fait, on l'a appelé Centre national opérationnel de cybersécurité. C'est le CNOC. Donc, du coup, on a une équipe de 8 personnes. Donc, on travaille sur les incidents, on fait de la veille, alerte et tout, par rapport aux missions qui nous sont assignées au niveau de la DCSSI. Donc là, peut-être il reste un peu la communication à faire au niveau des parties prenantes pour qu'elles soient au courant et qu'elles puissent aussi nous saisir en cas de besoin. Je pense que c'est ça. Par rapport aux formations, ça aussi, on est en phase. Il faut beaucoup de masters par rapport aux formations. Il y a déjà une école cybersécurité que l'État a créée en collaboration, en partenariat avec la France, l'École nationale de cybersécurité à vocation régionale, mais elle est plus destinée à l'administration. Donc en plus, c'est des certificats de courte durée, des formations de courte durée. Donc, il va falloir développer plus de masters professionnels et plus des métiers en fait. En plus, en cybersécurité en général, ce qu'on a dans les universités, c'est des masters qui sont trop larges en termes de modules de formation. Mais si on a des formations, des certificats dédiés métiers,
Par exemple, on dit qu'on fait une formation pour analyste SOC. Donc là, tu sors, tu es analyste SOC. On fait des formations pentest. Donc toi, tu sors, tu es pentester. Donc c'est des formations liées plus au métier. C'est plus ça, en fait, qui nous manque. Et plus les certifications, donc là, c'est au niveau international. Donc il y a beaucoup d'organismes qui le font. Et les gens aussi pourront saisir ces occasions-là. En tout cas, c'est les contributions que je voulais apporter. Si mon collègue Badian veut ajouter quelque chose aussi. Je m'appelle Massamba Badian, je suis le chef de division Relations extérieures et coordination à la Direction générale du chiffre, à la présidence de la République. Donc je pense que Racky, tu as balayé toutes les problématiques globalement par rapport à ça. Donc ce qu'on peut dire, c'est peut-être davantage insister sur l'aspect sensibilisation, donc, qui est l'un des maillons les plus faibles actuellement au regard du déroulé des attaques que nous recevons, qui peuvent être évitées si la sensibilisation est bien cernée comme problématique majeure. Donc le rôle des universités par rapport à ces problématiques-là émergentes, notamment l'IoT ou l'IA, donc c'est un rôle central. Donc nous comptons fortement sur la mobilisation du secteur académique pour pouvoir adresser des problématiques. Comme Racky l'a dit, il y a des entités qui existent, notamment le CERT national où elle est un des acteurs majeurs, Racky, dans la gestion au quotidien des incidents que nous recevons. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Mais quand est-ce qu'on va avoir, par exemple, sortant de cette salle, qu'on dise, oui, un comité scientifique national où vous tous vous mettez ensemble pour bien tacler la question? C'est-à-dire que c'est important, parce que quand on regarde, on peut voir dans des images, aujourd'hui, des combats entre le président et son premier ministre. Hein? Donc, il y a quelque chose qui bouge, mais je ne pense pas que c'est comme ça que ça doit marcher, qu'on prenne que seulement les aspects ludiques ou en tout cas qui font rire, etc. Parce que c'est extrêmement important aujourd'hui. Le Sénégal pouvait prendre la décision de dire, bon, personne ne sera devant nous en Afrique. Et que tout le monde travaille, qu'on mette tous ceux qui travaillent sur la question ensemble pour ne pas rater ce départ-là. Parce que ce départ, c'est un nouveau départ, ça. C'est un nouveau départ, vous avez vu, et puis c'est pas seulement au niveau de chaque université que chacun va faire un petit bout là, ça ne servira à rien. Mais si vous mettez ensemble, effacez les limites entre les écoles doctorales, et travailler ensemble. Aujourd'hui, dans cette salle, nous avons l'opportunité d'avoir la présidence de la République, le chiffre. Nous avons les universités. Qu'est-ce qui manque? Donc, je pense qu'on peut amorcer quelque chose d'assez important, de significatif. Et ça, Monsieur le Président, vous avez eu l'opportunité d'organiser par votre section ici à l'Académie. Mais je pense qu'il faut prendre une décision forte de dire qu'est-ce que nous pouvons faire pour ne pas être décrochés. Et je pense que c'est possible parce que depuis ce matin, on a entendu peut-être des exposés assez intéressants, mais mettre ça de bout en bout pour avoir une stratégie nationale me paraît quelque chose de possible. Et c'est ça qui nous permettrait de faire des avancées significatives dans ce domaine-là. Parce que ça, c'est le développement. Ça, si on rate ce nouveau départ-là, on est foutu. Et surtout que un bout a été ramassé par le plus puissant des décideurs du monde en ce moment, le président Trump avec son acolyte. Si nous ratons ça, nous sommes foutus. Merci. Alors, bonsoir à tous et à tous. Je salue tout un chacun de vous à son nom et à son titre respectif. Moi, c'est Aminata Ba. Je suis étudiante en licence Big Data au Dakar Institute of Technology. Alors, Madame Dia, je vous remercie d'abord pour votre présentation qui a été très instructive. Alors, j'avais juste une question. Je voulais savoir, mis à part ces stratégies de lutte que vous avez énumérées contre la cybercriminalité, y aurait-il des outils ou technologies qui permettraient de sécuriser les infrastructures IoT? Merci.
dans sa présentation, elle a parlé d'IoT et de cybersécurité. Mais moi, j'allais ajouter l'intelligence artificielle. Pourquoi? Pour permettre, par exemple, de contrôler les anomalies ou les risques d'attaque qui existent dans les réseaux. Il y a des travaux qui sont en train d'être faits par rapport à ça et qui vont permettre, par exemple, de surveiller les trafics, les requêtes et de savoir s'il y a quelqu'un qui tente de faire des intrusions dans le système. Maintenant, l'autre aspect, c'est par rapport à ce que, Madame, vous avez dit tantôt, par rapport à l'École nationale de la cybersécurité. Je pense que c'est une bonne chose déjà. Et moi, peut-être, si j'avais la possibilité de faire une proposition, c'est de transformer cette école-là comme l'École nationale de l'administration, par exemple. Que ce soit accessible, je ne sais pas, via concours ou autre. Et dans cette école-là, on va former des gens vraiment dans les technologies de la cybersécurité ou même dans l'intelligence artificielle. Et une fois sortis de ces écoles, ces personnes vont intégrer l'administration dans l'État, dans sa globalité. Et ils vont veiller à la cybersécurité au niveau national. Et je pense que ça pourra améliorer les choses vraiment. Merci beaucoup. Moi, j'aimerais un peu rebondir sur ce qu'a posé cette dame et l'autre là également, parce qu'ils ont parlé d'outils ou technologies capables d'assurer la sécurité, n'est-ce pas, sur les objets connectés. Maintenant, ce que j'aimerais faire savoir, c'est que d'abord, la sécurité, c'est d'abord et avant tout lors de l'implémentation de la solution. C'est-à-dire dès l'instant qu'il y a expression de besoin. C'est à ce moment que l'analyse algorithmique est faite, que la sécurité est intégrée. Par exemple, lorsque présenté Diouf, il a parlé d'IA et a fait référence au monitoring des modèles d'IA qui vont surveiller et détecter les erreurs. D'ailleurs, c'est ce sur quoi je travaille sur mon sujet de thèse. Mais là n'est pas la question. Il faut utiliser, par exemple, les techniques d'hachage et de cryptologie pour essayer de un peu anonymiser certaines données qui sont sensibles, pour apporter un peu une solution ou bien une suggestion ou bien une piste. Mais après ça également, il faut également adopter des degrés d'accès. Par exemple, celui qui n'a pas l'accès à une telle donnée ne doit en aucun cas arriver à y parvenir. Je pense que dès l'instant que cela est pris en compte, depuis l'implémentation de base, la sécurité sera solide. Mais cela ne signifie pas que votre système ne sera pas exposé. Parce que là où s'arrête mon niveau, peut commencer un autre niveau. Et c'est exactement à ce niveau que maintenant vous pouvez utiliser d'autres technologies pour jongler entre ce qui a été fait et renforcer la sécurité. Merci. Je pense qu'il a répondu pour moi, pour Madame Ba. Mais en ce qui concerne les outils, je ne pense pas qu'il y en ait concrètement au Sénégal. Là, on est tout le temps. Le problème majeur du Sénégalais, c'est la théorie. Nous en sommes à la théorie, à des lois, à des stratégies qu'on peine à mettre en place et à former aussi des personnes qui seront capables de mettre en œuvre des outils permettant de sous-tendre ces stratégies de sécurité. En toute honnêteté, je ne sais pas franchement si ces outils exacts actuellement, mais je ne pense pas. Je vais chercher. Je voulais juste ajouter une chose. Je pense que M. Sow l'a dit ce matin. Il faut aussi qu'on intègre les sociologues. Ça pourrait faciliter la sensibilisation, mais aussi l'inclusion sociale en termes de technologie, en termes d'intelligence artificielle. Merci. Merci encore, Madame Dia. En tout cas, merci beaucoup, Madame Dia. Et nous sommes très heureux de partager ce panel-là. Merci beaucoup, professeur Thiaré. Sincèrement, je vous remercie, professeur Thiaré et professeur Lo, d'avoir accepté notre contribution à cette manifestation scientifique. En fait, cette communication, lorsqu'on élaborait ça, le résumé, nous étions en plein processus pour essayer sur les élections.
parce que nous observions des élections législatives pour la première fois au Sénégal. En fait, ce projet a été financé par 2 consortiums internationaux. C'est-à-dire il y a Internet Society et Internet Sans Frontières et Euronews, Internews. Et moi, je me nomme Abdoulaye Diallo, je suis un acteur de la société civile, mais aussi je suis un chercheur au niveau de pas mal de laboratoires ici à Dakar, et aussi surtout associé à beaucoup de laboratoires aussi au niveau de ceux qui travaillent sur les questions des droits de l'homme. En fait, le consortium, c'est-à-dire le réseau, l'observatoire de la société civile pour le droit numérique. Parce que nous, en fait, on travaille sur la promotion et la protection, des personnes via le droit numérique. En fait, nous sommes maximum plus de 15 organisations. Il y a la RADO, d'où je suis, il y a Africadium Center, il y a Amnesty Section Sénégal, il y a Ligue sénégalaise, il y a Jonction, il y a Article 19, et parmi tant d'autres, et Africtivistes, qui travaillent sur les questions des droits numériques. En fait, cette présentation, les mesures de réseau, parce que depuis 2000, si on essaie de faire le contexte, c'est-à-dire depuis 2011, c'est à partir de 2011 qu'on a vu en Afrique, on commence à voir les coupures d'Internet. Et première chose, c'est l'Égypte. C'est l'Égypte, à partir de 2011, qu'on a vu les coupures d'Internet. Et à partir de là-bas, il y a des universités américaines qui ont réfléchi sur des outils de mesure de réseau, de l'Internet. Et aussi, nous, au Sénégal, on a commencé à expérimenter ça, surtout les organisations de défense des droits de l'homme au Sénégal à partir de 2011. C'est à partir de 2021, lorsqu'on a eu les troubles sociopolitiques, qu'on a commencé à utiliser ces outils de mesure de réseau dans le contexte de coupure des coupures d'Internet. Parce qu'en Afrique, lorsqu'il y a des troubles sociopolitiques, on coupe l'Internet. Et surtout au niveau des élections. Et nous, comme nous travaillons sur les questions numériques, et depuis 2010, les systèmes Nations Unies ont reconnu que maintenant, l'Internet est un droit fondamental. C'est incontournable dans nos pays. Et actuellement, dans la société de l'information, qu'on coupe l'Internet. Et pour faire ça, il y a certaines organisations qui travaillent sur ces outils pour essayer maintenant de mesurer les réseaux dans les coupures pour documenter les violations des droits des citoyens, pour ester les institutions ou bien les autorités qui coupent l'Internet, parce que l'Internet est devenu un droit aux droits humains. Voilà le contexte, voilà sur lequel on a essayé de faire ces outils. Et ces outils, nous l'avons expérimenté au Sénégal durant les élections législatives pour surveiller la connectivité, la qualité de la connectivité, et aussi surveiller le réseau, puisque le Sénégal n'est pas encore balancé au niveau du vote électronique. Il y a beaucoup de pays qui sont... Nous sommes plus avancés en matière de législation, en matière de vote et en matière de démocratie par rapport aux autres pays. Même à l'université, on commence au vote électronique. Mais je crois que bientôt le Sénégal va le faire. Pour ne pas revenir sur le contexte et consort là, contextualisation, tout ça je l'ai dit. Et l'autre chose, c'est-à-dire la définition de la mesure de réseau de la connectivité. Ça, vous tous, vous le comprenez, les mesures de réseau, ceux qui travaillent sur les questions techniquement connaissent la définition. Mais ici, nous, ce qui nous intéresse, pratiquement, c'est-à-dire de vous montrer les outils, on n'a pas le temps, mais si on avait le temps, je vais vous montrer comment nous faisons pour mesurer les réseaux. On a des outils qu'on utilise pour mesurer la connectivité et les réseaux. Je peux être ici au Sénégal, mesurer le réseau au niveau de la Côte d'Ivoire. On le fait chaque élection. En octobre, nous sommes en Côte d'Ivoire pour essayer de mesurer les réseaux. Dans beaucoup de pays où on essaie de voir est-ce qu'il n'y a pas
il n'y a pas de coupure d'Internet. Et pour ça, nous utilisons IODA. Quelqu'un d'entre vous connaît IODA? IODA, c'est un instrument. C'est un outil de mesure de réseau pour la connectivité. C'est un système prototype opérationnel qui surveille l'Internet en temps quasi réel pour identifier les pannes d'Internet microscopiques affectant la pénurie du réseau. C'est-à-dire impactant la manière significative AS autonome une grande fraction d'un pays. Si vous rentrez sur, si vous tapez, si vous cliquez IODA et vous lancez la mesure, vous allez voir que il vous donne au Sénégal, il mesure la connectivité au niveau du Sénégal. Et surtout sur deux entreprises de télécommunications. C'est-à-dire Sonatel ou bien Sudatel. Sonatel ou bien Sudatel. Il y a aussi l'autre ONI Explorer. ONI Explorer, c'est une source constituée des données ouvertes sur la censure numérique, sur la censure d'Internet. Si vous entendez la censure numérique, si vous l'entendez ça, c'est les coupures d'Internet. Parce que techniquement, la censure, on fait des censures d'Internet. On l'a expérimenté ici au Sénégal. Souvent lorsque, entre 2021 et 2024, lorsqu'il y avait les troubles sociopolitiques, souvent, les opérateurs font ce qu'on appelle des censures numériques. Mais par rapport au Sénégal, le Sénégal a beaucoup évolué par rapport à ça. Parce qu'ici au Sénégal, on n'a jamais connu une coupure d'Internet totale. C'est des coupures d'Internet, c'est les données mobiles qu'on coupe souvent. C'est les données mobiles. Et nous, en tant qu'organisation de la société civile, on a esté l'État du Sénégal dans certaines juridictions, c'est-à-dire à la cour de la CEDEAO. À la cour de la CEDEAO. Et ça aussi, ces outils-là nous permettent aussi de mesurer la connectivité aussi, à temps réel. ONI Explorer est une source constituée des données ouvertes sur la censure numérique à l'échelle planétaire. Vous pouvez l'utiliser partout. Depuis 2012, des millions de mesures de réseau ont été recueillies dans la plupart de 200 pays. 200 pays. Parce que le dernier rapport des systèmes des Nations Unies, le dernier rapport de 2023, on a connu, dans le monde, on a connu presque 700 coupures d'Internet avec 93 pays dans le monde, et dont 37 sont en Afrique. Et on coupe l'Internet dans la période électorale. Ou bien lorsqu'on publie les résultats. Et nous, en tant qu'organisation, plateforme, en Afrique de l'Ouest, on utilise aussi ONI Explorer pour essayer de mesurer la qualité du réseau. Même aussi l'accès à l'Internet. L'accès à l'Internet, souvent on le fait avec au niveau de Tambacounda, on l'a déjà fait. On l'a fait aussi au niveau de la région de Saint-Louis. Il y a aussi MLab, qui est un outil très efficace sur la fréquence et l'intensité. Le test de vitesse de MLab fournit des diagnostics avancés des performances pour votre connexion haut et débit grâce à des mesures très rapides. Et pourquoi nous, en tant que société civile, on utilise ces mesures-là? C'est-à-dire pour documenter les violations des droits des citoyens. Parce que lorsqu'il y a des coupures d'Internet, on se focalise sur deux choses. C'est-à-dire la liberté d'expression, et aussi les droits socio-économiques et culturels. Parce que si vous regardez au Sénégal, lorsqu'il y avait des coupures d'Internet, les mobile banking, c'est-à-dire les finances électroniques, ils ont perdu beaucoup d'argent. Et sur ça, nous avons mené des études bien documentées pour savoir combien de milliards les coupures d'Internet ou bien les censures numériques ont causé le Sénégal durant de 2021 à 2024, dont le document est tombé sur le domaine public. Il y a aussi ONIPROBE, qui est de la même façon que ONI Explorer. Cette application examine le blocage des sites
Parce que ici, au Sénégal, ou bien dans d'autres pays africains, on voit souvent des sites que l'on bloque. On peut voir au niveau du Burkina Faso, au niveau du Mali, la Guinée, souvent on bloque des sites d'information. Des sites d'information. Et aussi, mesurer la vitesse et les performances de votre réseau et vérifier si ces systèmes qui pourraient être responsables de la censure et la surveillance se trouvent sur votre réseau. Il est développé c'est une université américaine qui a développé ces outils-là. Pourquoi? Parce que pour l'Internet est devenu actuellement du droit humain. En d'autres choses, il y a d'autres choses qui nous intéressent sur les mesures de réseau et de connectivité. Parce que nous estimons, ça je vais, pour gagner du temps, il y a un élément qui nous préoccupe aussi dans les censures numériques, c'est-à-dire durant les coupures d'Internet, lorsqu'il y avait des coupures d'Internet, tout le monde au Sénégal, moi j'ai connu les outils de contournement à partir depuis 2012, lorsque nous travaillons sur ces questions, les questions des droits numériques, mais c'est à partir de lorsqu'on a commencé à faire des censures numériques au Sénégal que tout le monde, on s'est vu, tout le monde s'est vié sur ce qu'on appelle les outils de VPN. Tout le monde nous appelle pour nous dire comment faire pour télécharger VPN. Alors que aussi, il y a parmi tant d'autres qui est plus efficace. Il y a d'autres outils de contournement d'Internet durant les coupures dans une localité ou bien dans un pays. Souvent, on utilise beaucoup Tor. Et Tor est très bien et très efficace en matière de protection des données. Parce que si vous utilisez VPN aussi, vous donnez vos données privées à d'autres réseaux. Mais il y a des gens qui utilisent beaucoup de Tor aussi. Tor a beaucoup de projets en Afrique, mais malheureusement, avec l'arrivée de Trump, on a suspendu beaucoup de subventions concernant Tor. Il y a les téléphones satellitaires. Parce que si vous prenez le Mali, il y a un instant où on avait interdit, l'autre là, comment on appelle, les Starlink, on l'avait interdit. Mais aussi, souvent aussi, dans un pays, lorsqu'il y a des coupures d'Internet ou bien censure numérique, on utilise les téléphones satellitaires. Et puis, il y en a beaucoup, mais j'ai choisi ces outils pour partager ça avec vous. Mais, en somme, qu'est-ce qu'on peut dire? Les outils de mesure de réseau Internet permettent de savoir la qualité de votre connexion, la couverture aussi nationale du réseau de l'Internet et la démocratisation de l'accès à l'Internet. Voilà ce que je vous remercie. Parmi les outils, vous avez donné l'exemple du Tor comme outil de contournement, mais aussi ça peut être un outil qui permet de désobéir aussi. Parce que des fois, il y a des sites qui sont interdits. Quand tu passes par Google, ça ne passe pas. Mais quand tu utilises Tor, tu as accès à ces sites qui sont interdits sur un réseau donné. Donc aussi, il faut mesurer l'impact aussi de l'utilisation de ces outils aussi. Étant donné que vous avez utilisé des outils pour mesurer la connectivité réseau, est-ce que vous avez fait une étude comparative entre la connectivité fournie par VPN ou bien la connectivité fournie par opérateur direct? Pour la connectivité avec VPN, est-ce que vous avez étudié la sécurité de la connexion? Bon, apparemment, vous ne voulez pas que le gouvernement coupe le réseau. Donc ma question c'est, est-ce que des fois aussi ce n'est pas beaucoup plus sûr pour une autorité de pouvoir maîtriser la connectivité de la population? On l'a vu récemment avec les événements. Donc le fait de couper le réseau, la situation était devenue beaucoup plus calme. Donc ça c'est une question. L'autre question c'est, d'après les outils que vous nous avez présentés, si dans un pays par exemple, parce que les outils que vous nous avez présentés utilisent Internet pour pouvoir maîtriser le réseau, mesurer. Si dans un pays on a coupé toute l'Internet, comment ces outils vont être efficaces?
Actuellement, on parle de la digitalisation de l'état civil. Et il faut permettre à tous les citoyens, même dans les zones les plus reculées, donc d'accéder donc à l'internet. Et il faut une couverture donc pour l'ensemble des territoires. Et aussi concernant donc pour la digitalisation donc donc de l'état civil, tout ça d'abord, il faut régler donc le problème de l'internet, le problème de la connectivité. Maintenant, est-ce qu'il existe des outils qui vont permettre donc donc détecter les problèmes de la connectivité dans les zones reculées, afin d'apporter une solution pour mettre en place une couverture d'internet donc beaucoup plus donc une couverture vraiment donc qui est donc beaucoup plus donc qui a une connectivité beaucoup plus élevée pour permettre à ces citoyens, parce que moi vraiment quand on parle de la digitalisation de l'administration, de e-gouvernance, tout ça, il y a un problème réel qui est là, c'est la connectivité de l'internet vers les zones éloignées. Et là, est-ce que vous avez donc des outils qui vont permettre donc de trouver donc des problèmes, et donc comme ça on va apporter donc des solutions? Tor est un navigateur avant de dire que ce sont des éléments de contournement. Ça aussi, c'est vrai, hein, parce que c'est comme souvent quand je donne un cours sur la recherche documentaire numérique, je disais souvent aux étudiants que le moteur de recherche Google ne détient pas toute la connaissance scientifique. Google, c'est le moteur de recherche le plus célèbre. C'est la même chose que VPN. VPN, c'est le plus célèbre. Mais il y en a Tor. Tor est plus efficace même que Tor est plus efficace et aussi en même sécurité. En même sécurité, Tor aussi est plus sécurisé que VPN. L'autre question, c'est-à-dire sur la sécurité de la connexion, c'est-à-dire la sécurité, études comparatives. Oui, souvent, oui, on a fait des études comparatives sur les outils que nous utilisons, surtout durant le jour du scrutin au Sénégal. Toute la journée, même jusqu'à la proclamation des résultats par le Conseil constitutionnel, on continue parce que durant cette nous avons fait 72 heures pour faire des mesures de test. Parce que durant le projet, on avait 100 jeunes qui sont ventilés au Sénégal. Et à chaque 30 minutes, on recevait des tests de mesure. Pour vous dire que souvent, on a fait des études comparatives pour voir les outils les plus efficaces par rapport, pour détecter la fréquence ou bien la qualité de la connectivité. Même souvent aussi, on commence aussi à partir des fêtes religieuses, comme on l'a déjà fait au niveau de l'appel de l'AED, on a essayé aussi de voir la qualité, on a utilisé ces outils-là pour voir la qualité de la connectivité. Vous avez, bon, ça c'est un débat entre ceux qui travaillent sur les questions, ceux qui font la démocratisation et la promotion de l'accès à l'Internet. Parce que souvent, au Sénégal, c'est la première fois dans l'histoire, parce que l'État du Sénégal peut couper l'Internet, mais il doit le faire sur des bases légales. Techniquement, un État ne doit pas couper l'Internet, parce que l'Internet, c'est un droit humain, c'est vital. L'Internet est incontournable. Donc, il y arrive des situations où
on peut techniquement faire des coupures ciblées. Des coupures ciblées. Mais jusqu'à présent, je donne l'exemple. Quand il y a en 2024, lorsque Macky Sall a repoussé les élections, il y avait coupure d'Internet. Mais dans cette période-là, ce n'était pas la société civile qui a pris le bras, mais c'était Sonatel. La Sonatel a esté l'État du Sénégal au niveau des juridictions. Le Cour suprême a donné une décision de justice. Il a donné des décisions parce que ça c'est le débat entre les organisations de la société civile et l'État. Parce que quand tu coupes l'Internet, il faut le faire d'une manière légale. C'est pour cela que si vous voyez parce qu'au Sénégal, durant cette période-là, période 2024, on a vu le ministère de la communication et des télécommunications, Moussa Bokar Thiam, couper l'Internet. Après, on a sorti un communiqué. Un communiqué qui ne se base pas. Il n'y a aucun dispositif réglementaire ou bien juridique qui dit que voilà, ils se sont basés sur telle chose pour couper Internet. Vous voyez? Et aussi, il y a aussi la responsabilité des entreprises de télécommunications. Parce qu'il y a les principes directeurs des droits de l'homme et des entreprises. Mais c'est imaginable. Regardez ce que fait. Je ne parle pas de la liberté d'expression, mais je parle des desks, les droits sociaux, économiques et culturels. Combien d'entreprises sont pénalisées en matière de coupure d'Internet? L'éducation. Les universités ne vont pas marcher. L'économie, les transferts d'argent. L'Internet est devenu actuellement un outil indispensable, incontournable au niveau de la société de l'information. C'est dans nos pays sous-développés que vous verrez qu'on coupe l'Internet. Et nous, on se bat sur la démocratisation, on se bat sur le numérique, sur le respect de la dignité humaine au niveau des outils numériques, mais on ne peut pas concevoir que le reste. Il y a des choses qui sont très discutables au niveau sur Internet. On est d'accord. On est sûr parce que ça, il faut le dire aussi. Au Sénégal, on parle de la souveraineté numérique, on parle du droit numérique, mais on ne parle. C'est très rare qu'on parle de l'éducation à la citoyenneté numérique. C'est très rare qu'on vous attendez ça dans les écoles, ou bien nous-mêmes en tant qu'organisation de la société civile, ou bien parmi tant d'autres. Dans ce monde que nous vivons, Internet est comme ce que les Japonais disent de l'entreprise, c'est l'information, c'est le sang, l'information. Je pense qu'on peut arrêter ici, parce qu'on a 20 minutes. Oui.